Et si nous devenions subtils? Et si nous osions le devenir? Bienvenue sur le canal de la subtilité. La voix subtile. Con đường tinh tế. Le podcast qui épouse Et questionne le sens subtil de la vie. Avec Vincent Cespedes, amoureux de la philosophie, visiteur des musicalités humaines, de leurs dissonances comme de leurs symphonies. Et Ha Zhang, amoureuse de l'art de vivre, visiteuse des vivacités du monde et de leurs mystères entre Hanoï et Paris. 5e épisode aujourd'hui. Le 12 juillet 2022. Année du tigre. Ça tombe bien car le thème de notre épisode, c'est sortir les griffes. Le tigre en astrologie chinoise, c'est le courage, la curiosité, la crainte, les 3 C. Le tigre vietnamien, ce serait aussi les 3 1. Indépendant, impulsif, intelligent. Le roi de la jungle. Mais un roi sauvage. Roi parce que sauvage? Sauvage parce que roi. Il doit éduquer ses sujets. À coups de griffures ou de morsures. Il est impitoyable. Peut-on justement être impitoyable et subtil? La subtilité peut-elle se faire sauvage? N'y a-t-il de subtilité que sauvage? Une subtilité calculée et polie, ça ne donne pas envie. Ça n'est pas contagieux. Donc, c'est peu efficace. Car nous mettons à jour dans la voie subtile une subtilité capable de gagner tout le monde. De gagner le monde. De gagner l'avenir. Mais revenons à nos tigres. Ces fauves nous ressemblent. Dans nos points chocs, autoritarisme, arrogance, impatience. Impatience, ce serait le 4e 1. C'est vrai. Ils nous ressemblent aussi dans nos points charmes, fidélité, loyauté, audace. À quelles conditions sortir les griffes est-il imposé par la voie subtile? Y a-t-il une agressivité de mise pour les philarchistes, les amoureux de l'amour? La subtilité peut-elle montrer les crocs ou partir en chasse? La chasse doit-elle être subtile pour concentrer toute son énergie? Comment ne pas considérer celui qui me blesse comme un ennemi? Comment réagir face au mépris, face aux vilainies? Face à la sauvagerie d'autrui? Êtes-vous prêt à bondir toute griffe dehors, les amis? Je ne sais pas toi, mais moi, oui. Une tigresse vietnamienne? Une tigresse de la vie. C'est parti! Ah, sortir les griffes, voici le thème qui est le nôtre et qui pose la question très intéressante de la violence et l'agressivité dans la logique de la subtilité. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est opposé? On dit souvent à nos auditeurs que l'on parle de non-violence dans la voie subtile, et ça peut paraître peut-être un peu choquant ou paradoxal de parler de sortir les griffes. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, j'ai vraiment médité sur ce thème-là. Et ce qu'on dit que notre chaîne, c'est la subtilité, c'est l'art de vivre. Et de toute ma vie, comme je suis vraiment toute petite, donc je pense que mon destin m'a guidée pour éviter tout type de violence, que ce soit une violence de l'extérieur ou une violence physique de l'intérieur de moi. Mais les scènes remarquables de la violence, enfin entre guillemets, de sortir les griffes, pour moi c'est les scènes des films extraordinaires. C'est les scènes des films extraordinaires de l'art martial. Et je pense que tu es tout à fait une bonne position pour en parler. Je t'invite. C'est gentil. Mais toi aussi, puisque tu es asiatique vietnamienne et l'art martial vietnamien est quelque chose de spectaculaire aussi et très fort. Oui, j'ai fait pas mal d'années d'arts martiaux chinois, pour le coup, le kung-fu avec plusieurs maîtres.
J'ai dû faire ça pendant plus de 20 ans. Un très haut niveau donc, un entraînement tous les jours. Dans l'art martial, eh bien, sortir les griffes, ça résonne. L'art martial, tel que je le pratiquais, avec une optique très philosophique d'un maître d'ailleurs qui m'a appris les arts martiaux chinois, mais qui est coréen lui-même, maître Yung Wan Jung. Évidemment, l'art martial, c'est en fait acquérir des griffes rétractiles. La plupart des félins ont des griffes rétractiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que volontairement, ils peuvent sortir les griffes. C'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas les griffes sorties tout le temps, à part le guépard, qui est vraiment l'exception. Sinon, les félins peuvent décider volontairement de contracter leurs muscles et de faire sortir les griffes, c'est-à-dire les griffes qui permettent d'attraper, les griffes qui permettent de tuer, de blesser, les griffes qui permettent de montrer à l'autre qu'on peut être dangereux. C'est une sorte de préliminaire à la violence explosive de la chasse pour le félin, mais pour l'être humain, sortir les griffes, c'est avoir une attitude de courage, d'affrontement de la violence en face, parce que dans l'art martial, évidemment, c'est une spiritualité aussi, et il s'agit de ne jamais attaquer le premier, c'est toujours pour se défendre ou pour défendre quelqu'un d'autre. Il y a cette idée de justice dans l'art martial qui est fondamentale. On ne pratique pas un art martial pour commettre l'injustice, contrairement d'ailleurs à un sport de combat, qui lui n'a pas besoin de cette morale, de cette spiritualité. Et donc oui, j'ai appris avec les arts martiaux à pouvoir sortir les griffes très facilement. Ça a constitué aussi ma pensée, ma philosophie, cette attitude qui consiste à avoir finalement deux positions. La position patte de velours, si je veux filer la métaphore du félin. Le chat qui fait patte de velours, il est tout doux, les griffes sont rentrées. Et puis la position griffe dehors, qui est une position compliqué. Alors moi j'ai arrêté les arts martiaux et c'est assez intéressant d'ailleurs pour parler de subtilité parce que ça ne me rendait plus subtil, parce que j'avais une approche de l'art martial très combative et j'étais tout le temps sur le qui-vive. J'en faisais un peu trop, j'étais surentraîné, j'en faisais tous les jours. J'ai fini avec un style qui s'appelle le Wing Chun et on s'entraînait quasiment tous les jours, même 2 fois par jour. Donc on ne pense qu'à ça, on est obsédé à l'idée de l'agression. Et du coup, j'en ai parlé d'ailleurs dans un TEDx où mon corps s'est transformé, mon esprit s'est transformé pour tout le temps être sur la défensive. J'avais les griffes sorties tout le temps et je n'arrivais plus à les rentrer. Et c'est peut-être ça un des problèmes qu'on peut pointer au début de sortir les griffes, c'est que sortir les griffes, c'est pouvoir aussi les rentrer. Sinon, on ne peut pas on les sort tout le temps, on les sort plus finalement. Donc l'acte de sortir les griffes, ça signifie aussi de pouvoir être en paix, de pouvoir se sentir non agressé, de pouvoir faire patte de velours et de temps en temps savoir se défendre. C'est très intéressant et je voudrais ajouter quelque chose comme le besoin de sortir les griffes. Est-ce que c'est une pulsion humaine ou même animale? Donc cette pulsion-là est quelque chose de naturel pour se battre, pour survivre, pour vraiment avancer dans l'idée de territoire, etc. Mais tu as parlé de l'entraînement. Ça veut dire que dans l'acte de sortir les griffes, il faut avoir une maîtrise derrière. C'est dans la forme pour devenir quelque chose de subtil. Et du coup, ça devient l'art, parce qu'on dit l'art martial. Et l'art est non seulement dans la question de fond qu'on va bientôt aborder, mais aussi dans la question de forme. Ça veut dire comment on va sortir des griffes. Mais après, il y a la question quand. Je me souviens les scènes incroyables dont j'ai parlé avant. C'est d'un seul coup, il y a un héros qui sort de nulle part, qui saute dans une situation où il y a des faibles qui sont battus par les méchants, et du coup l'héros
il est arrivé comme ça du ciel et il a sorti mais des gestes incroyables. On peut très bien imaginer donc Bruce Lee dans les films hongkongais de kung-fu. Et la question de fond, elle est aussi intéressante parce que peut-être ce que tu as dit, quand on ne peut plus entrer les griffes, ça veut dire qu'il manque le sens dans l'idée à quel moment on doit sortir les griffes. Alors là, en t'écoutant, il me vient une anecdote très intéressante. Parce que je faisais du kung-fu, j'ai fait un casting dans les années 1999 où le réalisateur Christophe Gans, qui était le réalisateur du Pacte des loups, un immense film français, qui s'inspirait justement des films d'arts martiaux hongkongais. Christophe Gans voulait des vrais acteurs d'arts martiaux. Plutôt que de demander à des cascadeurs pur jus, il voulait des cascadeurs bien sûr, mais aussi des vrais pratiquants d'arts martiaux. Et donc on a fait des castings, j'en ai fait 4. Donc j'ai été pris dans le casting et je me suis retrouvé pendant 2 mois sur un grand tournage, ça se tournait dans les Pyrénées, en étant cascadeur et pratiquant de kung-fu, dans un milieu où très viril. Parce que les cascadeurs dans le cinéma, c'est vraiment un peu comme les militaires, tu vois. Dès qu'ils arrivent sur le plateau, on sait qu'il va y avoir de l'action, il va y avoir des prises de risques et que les griffes sont sorties. Sur un tournage, quand il y a de la cascade, les griffes sont sorties, on risque la mort, on risque la blessure et donc c'est très dangereux. C'est le moment le plus dangereux d'un film, c'est quand il y a des cascades. Moi qui étais novice en cascade, j'ai été formé par Philippe Kwok, qui est un Chinois spécialiste des arts martiaux à l'écran et quelqu'un d'incroyable. Et l'anecdote dont je voudrais vous parler, c'est la suivante. Moi, je n'ai pas fait mon service militaire et je fuis un peu l'ambiance un peu bidasse, l'ambiance homme viril qui sont entre eux. C'est très compliqué pour moi pour me positionner pour plein de raisons dont on parlera plus tard. Donc du coup, j'étais en surjeu. Je surjouais l'homme viril. J'étais grand et costaud, donc c'était pas compliqué. Mais je surjouais celui qui n'avait peur de rien, celui qui était griffes sorties tout le temps. Voilà, et donc je me faisais respecter bien sûr, j'étais puissant, j'étais absolument pour moi au top de l'art martial, donc j'étais parmi ceux qui étaient là, j'étais un très haut niveau. Donc mais je n'étais pas dans la tendresse, je n'étais pas dans la subtilité, je n'étais pas dans la douceur. Je suis devant Philippe Kwok à la cantine, on fait la queue et il y a des concombres avec une sauce blanche que l'on doit mettre dans son assiette. Et moi, comme mon maître est juste à côté de moi, je me sers comme quelqu'un de viril. Je prends la cuillère, je plonge dans le plat de concombre, plein de sauce blanche, et j'essaie de me servir. Évidemment, comme c'est violent comme geste, les concombres tombent de ma cuillère et je n'arrive pas à le faire. Et donc je fais ça à 3 reprises, très fort, très viril, je prends ma cuillère, je plonge dans le plat de concombre, et il n'y a aucun concombre qui arrive à tenir sur la cuillère, tu vois. Et là, Philippe Kwok vient me voir, en rigolant, il a l'œil farceur, et il dit « Vincent, calme, du calme, douceur, calme. » Lui qui est un spécialiste d'arts martiaux, il prend la cuillère, il plonge tout doucement dans les concombres, il sort la cuillère et là il y a plein de concombres sur la cuillère. Et je savais bien au fond de moi qu'il fallait faire ça. Je te promets, je suis pas bête, j'avais quoi, 26 ans, je savais comment me servir des concombres. Mais j'étais tellement toute griffe dehors, j'étais tellement voulant prouver aux autres que j'ai des griffes, que je m'interdisais le seul geste qui aurait été efficace et subtil, c'est-à-dire de plonger ma cuillère doucement. C'est une grande leçon que j'ai prise, non pas faire acte de douceur pour se servir des concombres, mais arrêter de jouer la comédie des griffes sorties dehors pour être efficace dans la douceur. Et donc on voit bien que, et d'ailleurs c'est un peu l'histoire de ma première vie, j'ai eu un grand combat à mener contre les griffes tout le temps sorties dehors. Peut-être qu'avec toi, on se retrouve à contrario sur cette aventure de la voix subtile. Toi, tu as peut-être dû apprendre à sortir les griffes, moi j'ai peut-être dû apprendre à rentrer mes griffes. Intéressant parce que d'un seul coup ça arrive dans ma tête l'histoire d'avant mon arrivée en France.
En fait, les gens, quand ils ont raconté leurs expériences dans le métro, dans la rue parisienne, il y a des agressions. Donc, j'avais dit qu'il faut que je me prépare. Et du coup, je suis allée dans un centre de gym pour apprendre le Muay Thai. En fait, c'est la boxe thaï. En me disant qu'au moins, je sais comment réagir. Si quelqu'un m'agresse, il faut d'abord apprendre à regarder face à face avec le danger, avec la personne qui t'attaque. Il y a une habitude de fermer les yeux, de fermer les yeux quand c'est le danger. Donc au moins apprendre à ouvrir les yeux, tu vois, c'est la différence entre toi et moi, elle est énorme. Non seulement je dois apprendre à sortir les riffs, au début il faut d'abord apprendre à ouvrir les yeux. L'idée de l'entraînement, elle est très intéressant dans le leçon. Parce que je pense que si on ne s'entraîne pas, on ne sait pas non seulement sortir les riffs, mais aussi quand et comment on sort les riffs. Donc d'abord, être face à face avec le danger et après, comment on réagit. Et s'entraîner pour savoir quand, comment et quelle dose qu'on va le mettre dans toute l'histoire très pulsionnelle, très sauvage de sortir les griffes. Et aussi, quel griffe qu'on va sortir. Parce que, à ma manière, peut-être c'est pas du tout l'idée de la violence dans les gestes ou dans la force, parce que je n'ai pas de force. Je pèse 45 kilos seulement, voilà, 1m58. C'est toute petite, donc je peux pas sortir les riffs comme ça. Donc mes riffs, des fois, c'est des actions envers l'autre et envers moi. Par exemple, pour moi, une décision de démissionner, c'est aussi une histoire de sortir les riffs. Je me souviens quand j'ai démissionné du poste de Christian Dior Vietnam, j'étais directrice de Christian Dior Vietnam et face à face avec la directrice financière, j'ai dit je m'en vais. Ça m'a coûté cher, mais pour leur montrer que de l'argent on peut pas tout acheter. La Voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Dans une situation difficile et méprisant, moi, je coupe le lien, je m'en vais. Ça, pour moi, par exemple, c'est l'histoire de sortir des griffes où j'ai fait, et ça donne un effet très fort parce qu'elle était sidérée, elle ne croyait pas. Et ça demande aussi un entraînement dans la vie où on peut dire quelles sont nos valeurs et est-ce qu'on est prêt à tout pour défendre nos valeurs. Et ça me fait toujours penser à une phase de Nguyễn Du. Nguyễn Du, c'est un poète absolument incontournable vietnamien qui a écrit une œuvre poétique qui s'appelle Kiều. Il a dit giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Ça veut dire que dans la rue, sur le chemin de vie, si on voit quelque chose de illégal, de injustice, on ne doit pas se laisser faire. C'est la posture d'un héros qui ne laisse pas faire des injustices sur le chemin. Et quand j'ai démissionné, c'est exactement sur ce point-là, c'est pour protéger les gens qui restent, parce que c'est une leçon pour la direction de Dior asiatique. On ne peut pas faire n'importe quoi pour l'équipe vietnamienne. Ça, c'est la question de fond. On doit sortir les riffs pour défendre nos valeurs. La Voix subtile,
Le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Il y a plein de choses dans ce que tu dis, c'est très riche. D'abord, il y a l'idée d'entraînement. J'aimerais juste revenir un peu dessus. Un philosophe que j'aime beaucoup, Henri Lefebvre, quand il était jeune, il disait « La révolution, c'est bien, il faut changer le système, il faut se préparer à la révolution, il faut se préparer à un changement radical. » Il disait ça avant mai 68, dans les années 40-50. Et il avait créé un groupe avec des jeunes philosophes, et leur but était de s'entraîner. S'entraîner à désobéir au système, s'entraîner à sortir des conditionnements du capitalisme. Et ça consistait en quoi? Ça consistait à tuer la bienséance et la morale, je dirais, admise. Donc par exemple, ils s'entraînaient à la colère. Pour pouvoir être en colère vraiment quand on aura besoin dans la vraie vie, il faut déjà savoir se mettre en colère pour de faux. Et donc ils se mettaient face à face, et pendant 1 heure, ils s'insultaient, comme un jeu, en hurlant, en étant en colère, en étant furieux pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Et ils s'entraînaient. Et t'imagines la scène, 2 jeunes de 20-30 ans qui hurlent, qui crient, mais au moins ils développent en eux, dans leur corps, les marques de la colère, la possibilité physique de la colère et aussi psychique, puisque pour pouvoir jouer ce numéro d'acteur, il faut évidemment être vraiment en colère. Ils s'entraînaient également à voler, parce que voler c'est interdit. Et en fait c'est intéressant, ils volaient et après ils rendaient bien sûr le fruit de leur vol au propriétaire. C'était juste pour s'entraîner à user de l'audace, à désobéir aux règles, à prendre un risque. Et donc ils volaient, ils s'entraînaient à voler et ensuite ils rendaient le vol, mais pour dépasser les propres conditionnements qu'ils ont en eux. Alors comment ils se sont appelés? Ils appelaient ça le prouvisme. Le prouvisme, alors prouver c'est faire la preuve qu'on est capable, mais c'est aussi s'entraîner. L'épreuve, travailler dans l'épreuve. Tous les entraînements, c'est une fatigue, c'est une épreuve, c'est une difficulté qu'on apprend à surmonter. Et donc les prouvistes, c'était ceux qui s'entraînaient à aller dans des endroits de la vie, à aller dans des endroits de leur psychologie auxquels ils n'avaient pas facilement accès, pour pouvoir être prêts, pour pouvoir être agiles, pour pouvoir être en adéquation avec ce qui se passe, avec les situations. Donc l'entraînement, ce n'est pas simplement l'art martial, c'est aussi la vie. Et la question qu'on aimerait poser, c'est quel est votre entraînement de vie? Qu'est-ce qu'on fait pour s'entraîner à penser contre les injustices, pour s'entraîner à oser quand face au danger, on risque de ne pas regarder le danger en face? Ce que tu me dis aussi m'évoque ces scènes terribles, notamment à Paris, où on voit des personnes qui se font agresser, des femmes qui se font éventuellement agresser sexuellement, et les gens dans le métro qui ne veulent pas regarder en face l'agression, qui tournent leur tête et qui sont contre la phrase de ton poète vietnamien. Nguyễn Du. Merci. C'est-à-dire, en fait, ils détournent le regard. Et c'est la première forme de la lâcheté. J'aime beaucoup que tu utilises le mot de héros. Il y a le héros d'un côté, celui qui va pouvoir recourir à une certaine forme de violence. Mais c'est même plus une violence, c'est une force juste, parce qu'elle a du sens pour défendre les valeurs. Et donc on ne détourne pas le regard, on regarde les injustices en face et on agit en conséquence. Et puis l'ego, donc héros et ego, l'ego c'est celui qui est mu par son ego, va peut-être sortir les griffes, mais juste pour prouver qu'il est meilleur que les autres, pour écraser les autres dans un système de compétition généralisée. Et finalement c'est une forme aussi de lâcheté, parce que il n'est pas dit que celui qui sort les griffes par rapport à son ego, pour défendre sa petite personne ou son image, ne soit pas aussi celui qui détourne la tête quand l'injustice est devant lui. J'aimerais bien prolonger tes pensées sur l'entraînement. L'entraînement ici, non seulement pour la forme, ça veut dire que comment on doit faire quand on voit quelque chose d'injustice dans la vie. Mais aussi s'entraîner pour identifier les situations. En fait, quand on doit réagir.
Parce que des fois, on passe devant les choses et on n'a pas tout de suite réagi. C'est non pas parce qu'on a peur, mais on pense à autre chose, on est sidéré, on ne sait pas comment faire. Ou on est sur notre téléphone en pensant à autre chose. Donc vraiment, il y a quelque chose qu'on peut tout de suite faire après ce podcast, en fait, de nous mettre en action, même une action sans action, en fait. Une vigilance. Une vigilance, des idées, des scénarios. Du prouvisme. Voilà, des prouvismes de Henri Lefebvre. Mais il y a autre chose, c'est peut-être beaucoup plus subtil que là. J'ai une idée, c'est que dans les situations comme ça, comment on doit faire pour que tout le monde peut s'en sortir. Donc, il y a la violence, mais on doit rendre la violence en non-violence, parce que notre chaîne podcast, c'est pour les amis de la non-violence. Et comment on peut transformer de violence en non-violence? Est-ce qu'on doit contrôler nos griffes pour laisser la sortie de secours aussi pour les gens violents? Ça veut dire que tout le monde peut sauver la face, tout le monde peut serrer la main comme au théâtre, quand c'est fini la scène, le camp de bien et le camp de mal se serraient la main et les spectateurs applaudissent. En fait, ce que tu dis, c'est essayer de maintenir les conditions d'une paix rétablie quand il y a une guerre manifeste. Donner à l'autre la possibilité de ne pas perdre la face, de ne pas être humilié, de ne pas être rabaissé. Sortir les griffes, mais pas pour tuer l'ennemi, parce qu'il n'y a pas d'ennemi. Il y a un être humain. Et donc, pour éduquer, pour le faire avancer. Si je vais l'humilier, si je sors les griffes pour l'humilier, pour le tuer, pour l'effondrer dans sa dignité, il n'apprend aucune leçon. Au contraire, il va nourrir une vengeance, une rancœur, du ressentiment. Les griffes doivent vraiment être un moment exceptionnel de pédagogie. Et donc, si tu veux être pédagogue, il ne faut pas tuer l'autre avec tes griffes. Il faut griffer pour que l'autre s'en souvienne. Je pense à deux personnages de fiction qui ont des griffes, exagérées, et qui ne laissent pas une place de sortie à l'autre. Je pense à Wolverine, qui fait partie des super-héros Marvel. Lui, il a des griffes en métal, comme ça, qui arrivent, comme ça, 3 longues griffes, et il a un caractère irascible. Wolverine en anglais, ça correspond à un animal qu'on trouve notamment au Canada, qui s'appelle le glouton, et il est réputé pour sa sauvagerie. C'est une sorte de grosse marmotte, mais extrêmement violente. Marvel voulait conquérir le marché du Canada, et donc ils ont créé ce super-héros canadien, qui ressemble un peu à cet animal, dont la sauvagerie, c'est pire qu'un tigre presque, hein, tu vois, la sauvagerie et l'irascibilité est terrible. C'est un personnage qui n'arrive pas à se contrôler, et quand il est envahi par la colère, il ne laisse aucune porte de sortie à l'autre. L'autre est mort. Et je pense aussi à un autre film où il est question de griffes. Ce film d'horreur de mon enfance, en 1984, sort Les Griffes de la nuit, film de Wes Craven. Et dans Les Griffes de la nuit, on a Freddy, qui est un serial killer, qui se venge, voilà. Mais il se venge sans aucune pitié, et il va tuer et découper parce qu'il a un gant fait de longs couteaux. Et donc il a une main pleine de griffes. Et donc ces deux personnages en fait ont un point commun, c'est que eux ne laissent aucune porte de sortie. Ce ne sont pas des griffes pédagogiques, ce sont des griffes de vengeance, ce sont des griffes de colère, ce sont des griffes qui n'arrivent plus à trouver la maîtrise que l'art martial donnerait. Le plus fort de l'art martial, c'est pas tellement d'apprendre à se battre. Le plus fort de l'art martial, c'est d'apprendre à ne pas se battre, alors qu'on pourrait facilement se battre. Et on appelle ça le self-control, tout simplement. Et le fait même d'être en self-control, tout en regardant le danger dans les yeux, fait que celui qui, en face de nous, agresse ou violente, va avoir peur.
Il n'y a pas plus terrible que quelqu'un qui fait face au danger mais qui n'a pas peur et qui se retient dans sa propre violence possible. Donc plutôt que d'avoir des griffes venant d'un déchaînement de violence aveugle, des griffes qui veulent éliminer l'autre, essayez d'avoir des griffes philosophiques, on pourrait dire, qui savent quand frapper, qui savent quand s'arrêter et qui savent simplement être là, mais ne pas découper l'autre en rondelles. Quelque part, le comble des griffes, c'est d'avoir des griffes et de ne pas s'en servir. L'autre n'a pas besoin d'être découpé en rondelles. Il a compris que nous regardons le danger en face et que si jamais l'abus continue, la violence continue, nous allons intervenir d'une façon totalement impitoyable. C'est passionnant, mais ça m'a... Je sais pas si est-ce que c'est un vrai scène de film, mais dans ma tête, il y a une jouissance de la griffe sortir, mais par exemple sur une personne méchante, de faire des gestes hyper violents, mais c'est juste pour faire tomber son chapeau, par exemple. Tu vois, au lieu de le tuer, c'est trop beau et ça donne une leçon magnifique et ça fait du bien aussi pour les spectateurs qu'il est là, il a peur et il n'a pas répété le même méchanceté envers des faibles. J'ai une histoire de ma vie. En fait, j'ai sorti mes griffes une fois avec quelqu'un. C'est la nounou de mes enfants. Que j'aime bien. C'est une fille qui vient de la campagne, une étudiante qui travaille chez moi. Cette histoire, c'était il y a au moins 10 ans. Après 2 mois d'été, je suis rentrée chez moi. J'ai rencontré ma nounou qui était chez moi pendant ces 2 mois-là. J'ai prêté ma maison pour qu'elle soit mieux et en même temps, elle s'occupe de mes plantes, etc. Et j'ai vu qu'elle a porté mes boucles d'oreilles. C'est les boucles d'oreilles uniques que j'ai. Elle a oublié de les enlever quand je suis arrivée. Et j'étais sidérée parce que je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'elle peut être la voleuse. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je sors mes griffes ou est-ce que je fais rien? Mais il faut que je fasse quelque chose. Et la première chose que je fais, c'est que je dois me retenir mes sentiments violents de colère, etc. Et je respire et je lui dis, écoute, c'est marrant parce que tu as exactement le même boucle d'oreille que moi. Je vais aller chercher pour te montrer, c'est trop drôle. Et je suis montée dans ma chambre, j'ai descendu, je dis écoute, je ne trouve pas, peut-être tu peux m'aider pour le trouver demain. La porte de secours, elle est ouverte pour elle, tu vois. Donc du coup, elle peut remettre mes boucles d'oreilles sans aucun problème. Effectivement, elle a remis. Elle m'a dit, j'ai trouvé. Évidemment, elle ne porte plus mes boucles d'oreilles le lendemain. Et à ce moment-là, j'ai décidé de sortir mes griffes à ma manière. Je lui dis, écoute, c'est fini entre nous, tu ne peux plus travailler ici, je suis désolée, mais c'est plutôt pour toi que pour moi. Le fait que tu ne travailles plus ici me met dans une situation extrêmement difficile parce qu'il n'y a personne qui m'aide d'un seul coup. Mais je dois le faire parce que ça t'aide à grandir, à apprendre une leçon de la vie. Et elle est partie comme ça et 3 ans après, elle est revenue vers moi. Elle m'a remercié de lui donner cette leçon-là. Voilà, je pense que c'est exactement à ce point-là, les griffes doivent être sortis et c'est très pédagogique. Oui, là c'est une leçon et en plus la fin, le fait qu'elle te remercie plus tard en disant effectivement j'ai pris une leçon, montre un peu un usage effectivement subtil. Moi je retiens un petit mot que tu as glissé quand tu as raconté cette belle anecdote, ce beau moment de vie, le petit mot « je respire ».
Je respire au lieu de tout de suite me laisser aller à la colère, à la violence. Je prends sur moi. On a tous connu ces moments où on pourrait très facilement se laisser aller à la violence, se laisser emporter, ne plus être maître de nous-mêmes, ne plus être maître de soi, perdre son self-control. Mais on décide, non, qu'on va garder le contrôle, que la violence ne va pas éclater parce que ce n'est pas subtil. La subtilité, c'est savoir respirer avant de sortir les griffes. Et du coup, on a un usage intelligent, philosophique, pédagogique de la sortie des griffes. C'est ça la subtile sortie de griffes. C'est respirer pour essayer d'être le plus efficace possible, ne pas se laisser emporter par le flot de l'émotion. Ce qui ne veut pas dire se couper de nos émotions. Donc il ne s'agit pas de cérébraliser, de rationaliser, de calculer. Je pense que tu as eu des émotions pendant tout ce moment de vie. On voit que les griffes, devenant philosophiques, devenant subtiles, peuvent être comme une vertu, quelque chose de très positif pour que tout le monde avance. Mais depuis que Graham est devenu leur chef, les choses ont bien changé. Les griffes comme vertu, je trouve encore un exemple dans la pop culture. Je dois quand même dire qu'il y a très peu de philosophes qui ont philosophé sur cette agressivité des griffes sorties. Quelques philosophes ont parlé de la violence, mais très peu ont parlé de l'agressivité au quotidien et de comment on doit agir face à l'agressivité de l'autre. Mais par contre, la pop culture est remplie d'agressivité. J'ai cité Wolverine, Les Griffes de la Nuit, on est dans la pop culture. Et là, j'ai envie de citer une bande dessinée de mon enfance, Rahan, le fils des âges farouches. Rahan, pour moi, c'est le début de la philosophie. C'est une sorte de Socrate préhistorique qui parcourt le monde dans une préhistoire un peu fantasmée et qui va de tribu en tribu. Il est nomade, il est tout seul et il n'a sur lui que 3 choses. Un pagne pour cacher son sexe, un coutelas en ivoire, donc pour se défendre et tuer des proies, et un collier de griffes. Son collier de griffes a été un don que lui a fait son père adoptif, Krao, au moment de mourir. Le volcan près de sa tribu est en éruption et son père adoptif va mourir et lui dit « Je te transmets mon collier de griffes », ce sont des griffes d'ours, et chaque griffe de ton collier correspond à une valeur. Et les valeurs, je te les cite, ma chère Ha. Nous avons une griffe pour la générosité, une griffe pour le courage, une griffe pour la ténacité, l'endurance, une griffe pour la loyauté et une griffe pour la sagesse. Ces qualités humaines sont dans les griffes. C'est intéressant comme symbole. C'est pas une griffe pour la violence, une griffe pour tuer l'autre. On a affaire à des griffes qui doivent être rentrées, mais qui, si elles sont sorties, vont faire avancer l'autre dans la générosité, le courage, la ténacité, la loyauté ou la sagesse, ou vont me faire avancer moi-même. Donc, on voit bien la transformation d'une patte d'ours, qui est vraiment la violence absolue et le danger pour un être humain en pleine préhistoire. Les griffes de l'animal, qui sont des griffes de violence pure, devenant des objets culturels et même philosophiques, la seule philosophie portative que porte Rahan, deviennent des valeurs pour augmenter l'humanité de l'homme. Par ici, les chasseurs font griller de la viande. Et on voit bien que la seule sortie de griffe possible, c'est un horizon bien sûr de valeurs, on l'a dit, mais c'est pas n'importe quelle valeur. Ce sont des valeurs philarchistes. Ce sont des valeurs pour qu'on construise une humanité et une organisation fondée sur l'amour. Continuez. La voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Dans les épisodes précédents, c'est ce qu'on a dit, la philarchie, c'est la construction politique par l'amour, pour l'amour. Et qui parle de générosité, de courage, de ténacité, de loyauté et de sagesse, on a presque les 5 piliers de la philarchie. Je sors mes griffes pour augmenter la générosité de l'autre,
Je sors mes griffes pour augmenter le courage de l'autre à l'avenir. Je sors mes griffes pour augmenter la ténacité de l'autre, ne pas abandonner. Je sors des griffes pour augmenter la loyauté et je sors des griffes pour augmenter la sagesse. C'est presque, les 5 piliers de la philarchie. Tu as très bien fait de rappeler l'idée de philarchie. Je pense que dans notre royaume philarchique, il y a un type de tribunal individuel. Quand on sort les griffes, on va imaginer que c'est un tribunal très court, pendant quelques secondes, pendant quelques respirations dont j'ai parlé. Il faut penser tout de suite à 5 valeurs dont tu viens de parler, pour décider si on sort les griffes ou pas, et quand, et comment, parce que c'est pas obligé de toujours laisser une sortie de secours, pas du tout. Quand on comprend qu'on ne peut pas éduquer l'autre, on peut aussi aller jusqu'au bout et être radical. Il n'y a aucun problème. Mais il y a toute une procédure vraiment raccourci pendant quelques secondes ou 1 minute maximum d'un tribunal intellectuel avec les valeurs pour vraiment décider qu'est-ce qu'on doit faire au nom de la philarchie. C'est cette respiration dont tu parlais, ce tribunal qui dure le temps d'une grande respiration et où la philarchie doit s'inviter dans nos esprits. Et j'ai une autre anecdote de mon tribunal en fait. Dans une banque, HSBC, c'est une type banque mondiale capitaliste à fond, et que le banquier m'a donné ma carte crédit avec mon nom, mais avec une erreur. J'ai dit, s'il vous plaît, il y a une erreur sur ma carte bancaire, je ne peux pas le prendre. Et il m'a dit, vous pouvez aller là-bas, il m'a montré la machine automatique. Vous pouvez aller là-bas et déclarer que c'est faux et la machine va reprendre votre carte et moi, je peux le refaire. Et autour de moi, il y a beaucoup de clients et j'ai regardé ce banquier, mais avec les yeux fixes, type les griffes vont sortir, quoi. Et il ne m'a pas compris parce que je pense qu'il avait toujours la logique de dire ce qu'il veut aux clients, en fait. Et j'ai dit, vous allez bouger, vous allez le faire parce que la faute, les erreurs, c'est de votre part, c'est pas de ma part. Avec une voix mais hyper en colère, avec les yeux qui tuent. Et alors, tous les clients de cette banque où les clients doivent être à peu près soumis m'ont regardé étonnement et le banquier, finalement, il a dû vraiment se déplacer, prendre ma carte et faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et je pense que là, c'est vraiment pour apprendre une leçon aussi de positionnement. Où est notre position dans la vie? Et si on se positionne bien, d'abord, on ne doit pas sortir les griffes et où on ne doit pas recevoir les griffes des autres. Et c'est comme ça que je vois la chose. Notre discussion, en fait, nous montre comment maintenir les conditions de notre liberté quand elles sont menacées, mais aussi comment maintenir la possibilité à l'autre de devenir libre alors qu'il ne l'est pas. On a affaire avec cette sortie de griffe subtile à une vraie pédagogie de la liberté, un vrai enseignement de la liberté. Et si ton banquier, comme tu nous as bien montré l'anecdote, et si ton banquier n'a peut-être pas compris la leçon, je pense que la leçon a été portée sur les clients qui ont assisté à cette scène. Donc il faut bien comprendre que on n'est pas simplement deux quand il y a une sortie de griffe. L'agresseur et l'agressé qui doit sortir les griffes pour l'agresseur. Il y a aussi les autres.
les spectateurs, ceux qui ne veulent pas regarder, ceux qui y sont soumis, ceux qui ne veulent pas oser. Et donc, quelque part, quand je sors les griffes face à quelqu'un qui agresse ou quelqu'un qui est injuste, je donne aussi une leçon aux autres et j'encourage les autres à faire pareil. D'où la griffe de Rahan qui est la générosité. Je ne pensais pas mobiliser Rahan, un personnage de BD, pour faire de la philosophie, mais je pense que ça se prête extrêmement bien sur ce thème. Et voici que le fils de Krao le sage s'est lancé encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin. Le destin de Rahan, fils des âges farouches. Ce qui compte dans le tigre, ce ne sont pas forcément les griffes, mais c'est l'œil du tigre. L'œil du tigre, c'est avoir la certitude et la conviction d'agir pour augmenter l'humanité des autres sans jamais nous rabaisser à la déshumanisation, sans jamais nous rabaisser à perdre notre dignité, à perdre notre liberté. La figure du tigre nous aura bien fait voyager dans notre partie sauvage. Je retiens que sortir ses griffes n'est subtil qu'à la condition de défendre ses valeurs, mais pas son ego. Et si la subtilité consiste parfois à sortir ses griffes, elle n'invite pas à bondir toute griffe dehors sur une proie. Les griffes n'ont de valeur subtile que si elles ne tuent pas et que l'autre n'est jamais rabaissé à l'état de proie. Valeur philosophique dans la mesure où la subtile sortie des griffes a valeur de remise en question foudroyante pour celui qui s'expose à être lacéré. Valeur politique dans la mesure où la subtile sortie des griffes a valeur d'enseignement pour le reste de la communauté. Finalement, les griffes sont la solution à l'errance et à l'aveuglement. Elles mettent fin aux incertitudes et au manque d'issue. Elles déchirent les murs du labyrinthe. Elles nous font aller droit au but, redresser les torts et secourir sans condition ni circonvolution ceux qui en ont besoin. Les griffes de la vie. Elles permettent aussi de ne pas s'empêtrer dans une situation scandaleuse, une crise qui profite des convenances pour s'aggraver et nous embourber. Les griffes de la sortie. Joli. Vincent, avec l'épisode précédent face à la cata et cet épisode sortir les griffes, nous sommes en train de réaliser que la subtilité est capable d'une vitalité de survie, d'une détermination et d'une ardeur sans concession. Être subtil, c'est savoir ne pas se laisser faire. L'opposé de la lâcheté. Et même une forme de radicalité dans l'opposition à ceux qui veulent exterminer la subtilité humaine. Ça ferait un très beau thème pour notre prochain épisode. La radicalité subtile. D'ici là, un grand merci pour nos auditeurs de plus en plus nombreux. De plus en plus subtils. Qui savent commenter, apprécier et partager à leurs amis notre épopée rafraîchissante. Merci Vincent pour l'ambiance sonore et musicale, toujours à la pointe du sentiment. À bientôt, chers amis de l'esprit de finesse. À bientôt, chers complices de la non-violence. Et d'ici là, rendez délicatement heureux.